Demain va paraître chez Talandier le dernier ouvrage d'Emmanuel de Varesquiel, Fouché, dossier secret. Franck Ferrand reçoit son auteur au cœur de l'histoire aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Monsieur Fouché, donc, n'ayant pu se libérer, il nous envoie son interprète. C'est toujours un bonheur de recevoir Emmanuel de Varesquiel. Nous allons parler avec lui de ses dossiers secrets, de celui que l'on peut peut-être regarder comme le père de la police moderne. Avant ça, je vous aurais un petit peu présenté le personnage, évidemment. Je suis très heureuse d'apprendre aujourd'hui que vous communiquez encore avec Fouché, Franck. Enfin, je croyais qu'il était mort quand même en 1820 à Trieste. À Trieste, je crains que vous n'ayez raison, Anissa. Du reste, pour finir l'émission, nous irons nous promener au bord de l'Adriatique, du côté de Trieste, une ville que j'aime particulièrement, en compagnie de Vanessa Zah et de Lorena Martin. Va bene, andiamo. Je me demandais par quoi j'allais commencer. Tiens, le portrait physique qu'Alain Decaux donnait de Fouché. J'aime beaucoup ce portrait. C'est un visage, nous disait Decaux. Un visage blême, blanc, presque exsangue. Tout y apparaît frappant et d'abord les yeux. Sous l'arc des sourcils relevés, sans que le front se plisse, les paupières lourdes, ourlées de rouge, laissent filtrer un regard si terne qu'il paraîtrait volontiers mort. Le nez est mince, osseux, les méplats accusés, les joues creuses, et puis il y a les lèvres. Ces lèvres minces comme un trait, l'allure générale, il est grand, il est fort sans être épais, ses rares cheveux sont blancs, il a 60 ans, mais il en paraît beaucoup plus. Ça, c'est évidemment le Fouché du temps de l'exil, le Fouché auquel Louis XVIII avait beaucoup promis et somme toute assez peu tenu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Homme secret et inquiétant, faiseur d'inquiétudes, faiseur de secrets, à la carrière sinueuse, pour ne pas dire même acrobatique. Voici ce que disait Louis Sorel de ce Joseph Fouché qui, selon lui, était avec Talleyrand l'un des hommes politiques les plus méprisés de l'époque de la Révolution et du Premier Empire. Homme sans conviction, arriviste né, il aura servi tous les régimes et professé successivement toutes les opinions politiques. Nous allons voir que ça n'est pas tout à fait aussi vrai que ça. Évidemment, l'image de Fouché s'est beaucoup infléchie au cours des dernières années grâce à Emmanuel de Varesquiel. Cette figure majeure qu'a été Fouché, néanmoins, réserve encore des surprises. Il faut dire que pendant très longtemps, on l'a très mal connu. C'est en 1892, je dis bien 1892, après quasiment un siècle sans qu'on s'occupât de lui, ou presque, qu'un jeune étudiant, il s'appelait Louis Madelin, assiste au Théâtre du Vaudeville à une représentation de Madame Sans-Gêne. Victorien Sardou y est allé un peu fort. J'allais dire à la truelle, mais enfin c'est ce qu'on aime aussi dans cette pièce très enlevée. Le comédien qui incarne Fouché, rôle au demeurant secondaire de la pièce, est tellement excellent que le jeune Madelin est intrigué. Et puisqu'il a l'habitude de fréquenter la Bibliothèque nationale pour les travaux qu'il mène par ailleurs, il se dit que ce serait intéressant d'aller voir un peu ce qu'on trouve sur Fouché. Alors il cherche, il creuse, rien de sérieux dit-il, rien de nuancé, essentiellement des pamphlets. Et c'est vrai que pendant longtemps, le pauvre Fouché, si je puis dire, a été abonné aux pamphlets. Alors, 120 ans après Louis Madelin, Emmanuel de Varesquiel a eu accès à un très important fonds d'archives, des archives privées qui avaient été déposées chez un notaire par les héritiers de Fouché. Un fonds qui notamment comportait des lettres tout à fait passionnantes, des lettres qui nous en apprennent beaucoup sur le personnage, et évidemment, c'est ce qui a permis de renouveler la compréhension de ce grand homme. Alors, quelques repères, peut-être, pour ceux qui ne seraient pas parfaitement familiers de ce Joseph Fouché, qui est né tout près de Nantes, un certain 21 mai 1759. Il sera d'ailleurs, sous la Révolution, Fouché de Nantes, n'est-ce pas ? Il est vraiment originaire de cette région. C'est un fils de l'océan, en l'occurrence un fils d'un capitaine de la marine marchande, capitaine au long cours, donc bourgeois aisé, propriétaire terrien à Saint-Domingue, et puis tout près de Nantes, donc à Pellerin. Il était destiné, ce Joseph, à suivre les traces de son père. Seulement, sa santé est d'emblée assez fragile, on le voit assez tôt changer de voie. C'est un jeune homme un petit peu malingre, à l'aspect comme ça un petit peu humble. Il va entrer au collège des oratoriens de Nantes et en 1781, il a à ce moment-là 22 ans, il entre au séminaire de l'Oratoire de Jésus à Paris, rue Saint-Honoré, où il va recevoir les ordres mineurs. C'est donc un ecclésiastique.
carrière ecclésiastique qui va vite s'arrêter puisqu'en 82, il se consacre à l'enseignement. Il devient professeur de physique au Collège l'Oratoire de Niort, puis à Saumur, à Vendôme, à Arras. Nous n'allons pas le suivre dans toutes les pérégrinations qui ont été les siennes à la veille de la Révolution. En 1788, c'est à Arras qu'il se retrouve et là il fait une rencontre importante puisque c'est celle de Robespierre. Il se rencontre à l'Académie des Rossati, une société littéraire où l'on avait tendance à célébrer non seulement la rose et la littérature, mais aussi, disons-le, le bon vin. La même année, Fouché est donc rappelé au Collège de Nantes. Il est rapidement promu préfet des études de l'établissement. Et il va se faire élire comme député à la Convention. Il faut vous dire qu'il s'est fait présenter au Club des Amis de la Constitution, les futurs jacobins, ça c'était à la fin de l'année 1790, et le 17 février 91, il est élu président du club. Il s'était présenté comme un modéré pour essayer de rassurer la ville relativement conservatrice qu'était quand même Nantes. C'est le début d'une carrière politique. Alors, on a dit que c'était une girouette, qu'il tournait constamment. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, encore une fois. Mais ce qui est certain, c'est que le 8 septembre 92, il est élu député de la Loire-Inférieure à la Convention. Et cette même année, il épouse Jeanne Coignot, qui, elle, malgré les volte-face répétées de son époux, n'en sera pas moins toujours auprès d'elle un véritable soutien indéfectible. Il l'avait épousée à Nantes en 92, 10 jours avant de gagner la Convention où il venait d'être élu, nous dit Decaux. Elle était laide, irrémédiablement laide, avec des cheveux et des sourcils roux, des pommettes osseuses et une taille décharnée. Décidément, vous avouerez qu'il y a un peintre dans cet Alain Decaux. Alors très rapidement, Fouché va prendre une décision qui le hantera jusqu'à son dernier jour. On a beaucoup glosé sur cet aspect et j'y reviendrai tout à l'heure évidemment avec Emmanuel de Varesquiel, mais vous savez qu'on est au moment du procès du roi Louis XV lorsque Fouché arrive à la Convention, du roi Louis XVI, pardon. Et ce procès va se clore par ce défilé à la tribune de tous les membres de la Convention qui doivent dire quel sort ils réservent à l'ancien roi. Or, tout ça, le suffrage est exprimé à voix haute, dans un climat d'agitation, avec des huées, avec des applaudissements. Bref, les députés ne se sentent pas tellement libres de leur vote, disons-le. Le 16 janvier 93, alors que Fouché s'était plutôt prononcé jusque-là contre la mort du roi, eh bien, il va, sous la pression générale, changer de vote. Chaque suffrage exprimé pour la mort étant accueilli par des acclamations, tout suffrage contraire l'étant par des vociférations et d'affreuses menaces, nous dit Madeleine, il a changé d'avis. Alors, ça n'est pas l'avis d'un certain nombre de chercheurs, et nous verrons ce que pense, il nous l'avait déjà dit il y a 2 ans, mais nous redemanderons tout à l'heure nous demanderons à Emmanuel de Varesquiel ce qu'il pense justement de cet acte en quelque sorte fondateur de la carrière de Fouché, puisqu'à partir de ce moment-là, il est l'homme qui a prononcé, certes d'une voix faible, dit-on, mais qui s'est prononcé pour la mort. Il modifie d'ailleurs le discours qu'il avait prévu. Il dit le lendemain « Je ne m'attendais pas à énoncer à cette tribune d'autre opinion contre le tyran que son arrêt de mort. Il semble que nous soyons effrayés du courage avec lequel nous avons aboli la royauté. Nous chancelons devant l'ombre d'un roi. Sachons prendre enfin une attitude républicaine. Nous sommes assez forts pour soumettre toutes les puissances et tous les événements. Le temps est pour nous contre tous les rois de la terre. » Voilà qui manifeste un certain engagement dans un certain camp. Oh, attendez, ce n'est qu'un début.
Un extrait du Quatuor numéro 1 composé par Luigi Cherubini sur Europe 1. Alors cet après-midi, vous nous racontez, Franck Ferrand, la vie et le parcours politique de Joseph Fouché. Alors on vient de le vivre juste avant d'écouter la musique, le vote en faveur de la mort du roi Louis XVI. Alors du coup, que va faire Fouché à la Convention ? Il va s'acharner, si je puis dire, et il va s'ancrer dans des positions de plus en plus fortes. Révolutionnaire. Alors vous savez, il fait partie de ces représentants du peuple, c'est-à-dire ces émissaires de la Convention qu'on envoie comme ça dans un certain nombre de régions, en l'occurrence pour ce qui le concerne d'abord des départements de l'Ouest et du Centre, où il est chargé notamment de recruter. On est en pleine période de soulèvement vendéen, bien sûr. Et puis, et c'est là que les choses vont prendre encore un autre tour, le 30 octobre 93, le comité de salut public, qui maintenant existe, nomme Fouché à Lyon. Lyon, ville qui s'est, qui s'est un peu, elle aussi, dressée contre certains abus de la Révolution, ville où le royalisme, en sous-main en tout cas, est encore très fort. Il faut des hommes non moins forts pour faire respecter les préceptes de la Révolution. Et avec Collot d'Herbois, s'il vous plaît, Fouché est donc choisi pour aller, comment pourrait-on dire, pour aller mettre la ville au pas. En un mois, les deux représentants iront jusqu'à prononcer quelques 2000 condamnations. Alors on ne peut pas faire passer tout le monde à la guillotine, et vous savez, alors ça a été beaucoup raconté, là aussi un certain nombre d'historiens, notamment des historiens locaux à Lyon, mettent en cause certains aspects de ces violences, mais en tout cas on a dit qu'on avait été jusqu'à mitrailler certains condamnés au canon et à les achever à coups de sabre. De ce qui est certain, c'est que la répression est très forte à Lyon, la violence est extrême. Robespierre, qui est en train de se méfier bien sûr de la politique des hébertistes, qu'on appelle les exagérés à l'époque, Robespierre finalement commence à être pris d'un certain nombre de doutes. Fouché, de nouveau, est dans une impasse politique. Est-ce qu'il va avoir le temps de retourner sa veste assez rapidement, si je puis dire, pour se racheter une conduite auprès d'un Robespierre qui est en train de froncer les sourcils? Il choisit une solution radicale, encore une fois, choisir le clan de ceux qui veulent la tête de Robespierre. Ce sont les fameux événements de Thermidor, vous savez, notamment le 9 Thermidor, le 28 juillet 1794. L'alliance de la Plaine, à laquelle Fouché s'est tardivement greffé, va obtenir la chute de l'incorruptible. Ça va pas pour autant, c'est assez intéressant parce que pour autant, il ne fait pas partie de ceux qui profitent de Thermidor, et même pas du tout, en l'occurrence. Il obtiendra plus tard le soutien de Barras, il va être une sorte d'agent pour Barras, et le 4 juillet 1799, il obtient le poste d'ambassadeur à La Haye. À ce moment-là, les choses se sont considérablement calmées, on est en plein directoire. Très important ce poste d'ambassadeur à La Haye pour diverses raisons, et le directoire notamment aurait besoin, dans l'idéal, qu'on finance un peu son budget. 15 jours plus tard, Fouché est rappelé à Paris pour être nommé ministre de la Police. Alors là, ça, c'est un moment très important. C'est un homme, j'allais dire, vierge dans ce domaine qui entre au ministère de la Police, même si lui-même a déjà, et vous l'avez vu dans l'exercice d'un certain nombre de ses fonctions, même s'il a eu l'occasion déjà de mener un certain nombre d'enquêtes et de diligenter un certain nombre d'enquêtes. Jean Savant disait « Le temps des mitraillades, des guillotinades, du partage entre les pauvres de tous les biens des riches, ce temps est complètement révolu. Ce qui est certain, c'est que Fouché a conscience que le directoire est chancelant, qu'un nouveau régime ne devrait pas tarder à naître sur les cendres de celui qui est en train de s'effondrer. Le tout, c'est de faire le bon pari, si je puis dire. Et voilà qu'il va, en quelque sorte, s'éloigner, prendre ses distances, en tout cas à l'égard de Barras et des siens, pour soutenir le fameux coup d'État du 18 Brumaire, avec l'arrivée au pouvoir du général Bonaparte, fraîchement rentré d'Égypte. On ne peut pas dire que Bonaparte ait très bien accueilli Fouché. Lorsqu'il est parti en 1798 en Égypte, il n'a pas assisté, lui, si vous voulez, aux évolutions du nouveau ministre, et finalement, Bonaparte réalise que si Fouché en est, le coup est fait.
Il se fait en effet en partie grâce à une connivence du ministre de la Police générale qui, à vrai dire, ne s'est traduite que par l'abstention, nous dit Louis Madelin, et le vin Brumaire. Fouché reste ministre du consulat provisoire. Le 10 Nivose, il est confirmé comme ministre du consulat décennal. Bref, il va falloir s'y faire. Désormais, M. Fouché va faire partie et, au premier chef, va faire partie de la nouvelle organisation et du nouveau régime. Il tient à l'usage de Bonaparte un bulletin quotidien sur ce qui peut se passer, n'est-ce pas ? C'est une police extrêmement bien faite, avec notamment la création du poste de préfet de police, un haut fonctionnaire qui obéit directement au ministre, qui est d'ailleurs nommé par lui-même. Le poste est créé en 1800. Un arrêt du 27 octobre 1800, à l'époque on dit encore 5 Brumaire en 9, met en place des commissaires généraux de police sous l'autorité du préfet dans les villes de plus de 100 000 habitants. Tout ça est directement inspiré par Fouché, bien entendu, qui va se révéler très vite un excellent administrateur. Seulement, le maintien de l'ordre public ne se cantonne pas à ses rapports généraux, ne se limite pas aux frontières. Bien entendu, Fouché se renseigne aussi sur ce qui se passe à l'étranger, dans un certain nombre de pays voisins. Il garde constamment un œil sur un certain nombre d'étrangers qui pénètrent sur le territoire, ou sur des gens qui, nés français bien entendu, et devenus émigrés pendant la Révolution, auraient tendance à vouloir du mal au régime du premier consul. On va surtout renforcer à ce moment-là la police secrète, et là nous entrons, si je puis dire, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les pas de Joseph Fouché. Alors on l'a vu il y a un instant, il est ministre de la police, et c'est là qu'est créée la fameuse police secrète du Premier Empire. Voilà, et nous allons voir jusqu'où le secret peut être considéré quasiment comme le fil conducteur de la vie de Joseph Fouché. C'est en tout cas la nouvelle thèse que suit assez brillamment, vous allez voir ça dans un instant, Emmanuel de Varesquiel. Le 2 août 1802, Bonaparte transforme le consulat en consulat à vie. Vous savez, on s'approche d'un régime monarchique et ça commence à inquiéter beaucoup le ministre. Il faut dire que les relations entre Bonaparte et Fouché sont des relations extrêmement complexes, d'autant plus passionnantes, bien entendu. Le 26 Fructidor en 10, Bonaparte supprime le ministère de la police. Alors certes, Fouché est nommé sénateur, mais il est dans un état de... Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans un état de semi-disgrâce ? En tout cas, il est un peu sur la touche, si je puis dire. 18 mois plus tard, néanmoins, quand on institue l'Empire, mai 1804, le nouvel empereur estime qu'il est nécessaire de rétablir le ministère de la police. On rappelle Fouché. Alors, est-ce qu'il est vrai cet échange entre les deux hommes que nous rapporte un témoin qui dit que Napoléon aurait dit à Fouché « Vous avez bien voté la mort du roi ?» Et Fouché lui aurait répondu « Oui, sire, et c'est même le premier service qu'il m'a été donné de rendre à votre majesté. » Ce qui est sûr, c'est que Napoléon sait ce qu'il doit à la police de Fouché. Ses rapports sont extrêmement précieux. Il a besoin de le garder dans son giron. Il va en faire un comte d'Empire en 1808, puis en 1809, il sera duc d'Otrante, ce Fouché. Vous imaginez ça ? Lui, le fils d'un capitaine de Nantes. En décembre 1808, Napoléon est en Espagne. Alors, là encore, quels sont les éléments qui ont poussé Fouché à vraiment se défier de l'empereur et de l'Empire ? C'est une des questions que je vais poser dans un instant à Emmanuel de Varesquiel. Ce qui est certain, c'est que les choses vont vraiment se dégrader et finalement, après beaucoup de complications, parce qu'alors là, il faudrait entrer dans le détail d'une relation très complexe, le 2 juin 1810, Napoléon retire à Fouché son portefeuille. Il faut dire qu'il a totalement manifesté son désaccord à propos du remariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, vous savez. C'est peut-être un prétexte, ça d'ailleurs, cette histoire de mariage. Toujours est-il que désormais, Fouché n'a plus du tout l'oreille de l'empereur, bien entendu. Est-ce que pour autant sa carrière politique est achevée ? Mais pas du tout.
Bonjour Emmanuel de Varesquiel. Bonjour Franck. On aurait pu imaginer qu'après ce départ de Fouché, sa carrière était définitivement close, mais pas du tout, comme nous le rappelle une de nos auditrices, Marianne. Elle cite les Mémoires d'Outre-Tombe, bien entendu, de Chateaubriand, et elle nous raconte le retour de Louis XVIII sur le trône. Et c'est Chateaubriand lui-même qui raconte. La page est très célèbre, mais tout de même, on a envie de la relire. « Je me rendis chez Sa Majesté, dit Chateaubriand. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, marchant, soutenu par monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. » Et Louis XVIII aurait dit à Talleyrand, ménagez-moi, monsieur de Talleyrand, c'est mon pucelage. Il ne manquait pas d'humour, il faut dire. Il avait beaucoup d'esprit et aussi beaucoup de mémoire, ce qui explique les rapports ô combien tumultueux qu'il a entretenus avec Fouché, qu'il n'a gardé que 3 mois. Il n'a pas voulu le prendre à la pairie, qui était une chambre haute héréditaire, parce qu'il savait que Fouché y demeurait, d'une certaine manière, une sorte de chambre des lords de l'époque. Il a préféré le prendre comme ministre, parce qu'il savait très bien qu'un ministre était révocable. Et d'ailleurs, Fouché a été révoqué en septembre, 3 mois après avoir été appelé au ministère de la Police. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire le grand écart est vertigineux. Oui, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire l'économie de cette ultime palinodie quand même, de ce changement de camp tellement radical? Fouché tenait les clés de Paris. Il tenait la Chambre des députés qui avait été élue sous le règne éphémère de Napoléon pendant les 100 jours. Et il était un intermédiaire. Il a tout de même négocié le traité d'armistice ou de Paris quelques jours auparavant. Il a évité que Paris ne soit investi manu militari par les Prussiens et par les Anglais. Il était un intermédiaire indispensable avec Wellington, qui dirigeait les armées coalisées qui avaient battu Napoléon à Waterloo. Et donc, en tout cas, il a su se rendre indispensable pour devenir le ministre de la Police du propre frère de celui qu'il avait envoyé à l'échafaud 25 ans auparavant, c'est-à-dire Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Et c'est ce grand écart de trop. Ça, c'est celui de trop. Il a fini par se prendre les pieds dans le tapis tout de même. Alors, il va ensuite donc s'exiler à Trieste. A-t-il lui-même rédigé ou dicté ses mémoires? Voilà encore une question qui se pose et à laquelle vous allez répondre très vite. Nous sommes au cœur de la vie d'un homme politique cet après-midi sur Europe 1. Et quel homme politique? Joseph Fouché, nous allons en savoir plus. Et vous pouvez continuer à poser vos nombreuses questions à l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Nous recevons Emmanuel de Varesquiel. Il est historien, écrivain. Et dès demain, vous allez pouvoir courir en librairie puisque sortira Fouché, dossier secret, paru chez Talandier. Avec un certain nombre de questions qui sont posées dans cet ouvrage Fouché, dossier secret. Nous allons y venir tout à l'heure. Avant cela, un mot des fameux mémoires de Fouché, dont on connaît tous les tenants et les aboutissants. On en connaît même le rédacteur. J'ai pu retrouver à l'occasion de mes recherches un certain nombre de notes qui avaient été rédigées par Fouché en exil et qui ont été d'ailleurs très discrètement envoyées en France et confiées à un des plus chers amis de Fouché qu'il a connu à l'oratoire, qui s'appelle Maurice Gaillard. Et je pense que ces mémoires ont été écrites sur le canevas de ces notes de Maurice Gaillard. Et je le pense d'autant plus que les propres enfants de Fouché ont contesté cette édition de 1824, il faut le dire. Parce que précisément elle n'émanait pas d'eux. Et donc il y a eu une sorte de conflit d'intérêts autour de la publication de ces mémoires. Mais on peut penser à la fois à travers les silences de ces mémoires, mais en même temps à travers les détails de ce qui est dit à certaines périodes, que ces mémoires sont proche d'être authentique. Proche d'être authentique. Remanié comme toujours à les l'époque. mémoires avec des pincettes, ne serait-ce que parce qu'authentiques ou pas, elles sont toujours un plaidoyer, une recomposition de soi pour la postérité, une recherche d'homogénéité. Évidemment, les silences de Fouché dans ses mémoires sur la Révolution sont immenses et pesants. Oui.
Il n'en parle. Irritant pour l'historien. Il ne dit que 2 lignes de sa mission à Lyon, et des mitraillades de Lyon. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ça a été sans doute une des pages les plus sombres de sa biographie. Il a du sang sur les mains. Là, il a du sang sur les mains, incontestablement. Pas seulement le sang très partagé du roi Louis XVI. Il y a quand même ces missions en province, et notamment cette terrible mission à Lyon aux côtés de Collot d'Herbois. Alors, revenons peut-être d'abord un mot. Ça m'amuse, Emmanuel de Varesquiel. Vous aviez écrit cette biographie de Fouché il n'y a pas si longtemps, à partir de tous ces documents que vous aviez pu recueillir, des documents qui se trouvaient dans un fonds privé, notarial, et où se trouvaient beaucoup de sources inédites dont vous aviez fait votre miel pour modifier l'image qu'on pouvait avoir de Fouché. Quel besoin d'y revenir, si je puis dire, si peu de temps après ? D'abord, j'ai trouvé des sources nouvelles. Vous savez, un peu comme vous, j'ai des échanges avec mes lecteurs. Je reçois beaucoup de lettres et parmi celles-ci, des indications, des pistes nouvelles. Et puis, en travaillant sur d'autres sujets, Fouché tel un aimant m'attire irrésistiblement et je retrouve des choses. Et puis c'est un personnage qui est, avec moi les cadavres bougent toujours, c'est un personnage qui est suffisamment complexe, dont l'épaisseur politique et psychologique et morale, ou immorale comme on voudra, est suffisamment grande pour y revenir. Et l'historien que je suis aime changer d'angle de tir, pour utiliser un terme synégétique. Voilà. Si vous voulez, on change de position, on change de questionnement. L'écriture biographique relève du marathon, c'est une écriture difficile. Quelquefois, on a envie de prendre son personnage un peu autrement, de l'effeuiller, de jouer un peu au mangeur d'artichauts, si vous voulez, et d'arriver à atteindre le cœur psychologique du personnage en l'effleurant, en le prenant de façon kaléidoscopique par petites touches comme ça. Je comprends très bien. Et quelquefois, on arrive au plus près du personnage. Bien sûr. Et puis, la biographie, c'est quelque chose de frustrant. On est obligé de passer un peu vite sur un certain nombre de choses, de thèmes, de moments de sa vie. Avancer, suivre le personnage. Exactement. L'essai permet toutes les libertés, d'une certaine manière. L'essai est à la musique de chambre ce que la biographie est à l'orchestre symphonique. Voilà, exactement. Et j'aime la musique de chambre. Mais je vous comprends et je crois que les lecteurs l'aiment aussi. Vous savez, l'essai, finalement, c'est une grande jubilation pour celui qui l'écrit. Et on sent que là, vous avez pris plaisir à écrire ces différents aspects. C'est comme une sorte de kaléidoscope, en quelque sorte, sur Fouché, autour de Fouché, pourrait-on dire d'ailleurs, sur le thème du secret. Oui, c'est un thème qui est extrêmement moderne. D'abord, le secret le constitue à la fois comme homme privé et comme homme d'État. Il a toujours caché les relations incroyablement sensibles, sentimentales, sinon amoureuses qu'il a entretenues avec ses enfants et avec sa femme, comme si il avait veillé à construire un mur de verre entre sa vie privée et sa vie publique. Et puis le secret le constitue évidemment comme homme d'État, et il est l'un de ceux qui s'est servi, l'un des premiers à se servir du secret dans un univers qui était post-révolutionnaire, qui était pré-démocratique, pour se protéger lui-même, non seulement pour protéger l'État, mais pour se protéger lui-même. Au fond, il invente le paradoxe de l'homme politique moderne, c'est-à-dire que plus l'homme politique est confronté à l'opinion publique, plus il invente les stratégies du secret et de l'opacité, et c'est toute la vie de Fouché. Et ça, c'est passionnant parce que c'est très moderne, et au-delà des discours, là aussi, il a très bien vu les écarts qui pouvaient exister entre les discours et les actions politiques, au-delà des discours actuels sur la transparence, bien entendu que le secret constitue l'organisation des pouvoirs d'État et l'organisation de la vie démocratique. En fait, il efface ses traces, il crée des rideaux de fumée, des contrefeux, des fausses pistes. C'est l'homme de la fausse piste, hein, vraiment. Il prône et il prêche l'oubli. L'oubli. Que faire d'une révolution dont on a été l'un des acteurs les plus violents, quand par ailleurs, dans une deuxième période de sa vie, on est amené à construire un ordre social nouveau. C'est ça le paradoxe de Fouché. Il a été à la fois le destructeur d'un monde ancien, l'Ancien Régime, et l'inventeur, un des inventeurs d'un monde moderne construit sur le principe de l'égalité, un monde tout à fait nouveau. Et donc, que faire de la première partie de sa vie ? Ça explique beaucoup de choses sur les rapports qu'il entretient avec le temps, avec le présent immédiat, sur l'oubli qu'il prône du passé. La damnatio memoriae, pour reprendre une expression qui était en usage à l'époque romaine, est un élément constitutif de Fouché. La damnatio memoriae, c'est le fait d'effacer un certain nombre des pans entiers, en quelque sorte, de l'histoire. Du passé d'un individu qui passe devant la justice à l'époque romaine. Et au fond, Fouché a été d'une
d'une si grande habileté que pendant des années et des années, il a réussi à se faire oublier, à faire oublier ses actions terroristes à Nevers, à Moulins, à Lyon, ses mitraillades de la plaine des Brotteaux. D'abord, il avait, je dirais, l'intelligence de la manipulation, mais aussi il avait le pouvoir. Car lorsqu'un essayiste ou qu'un écrivain ou un publiciste tentait de publier une brochure sur son action à Lyon, en général, ça finissait en prison. C'est le meilleur moyen pour faire taire un individu. Il était mis au secret. Donc, jusqu'en 1815, au moins, Fouché a eu le moyen d'exercer ce silence, cet oubli de la Révolution. Mais pour des causes qui tiennent à la fois à sa protection, mais qui tiennent à la bonne mise en musique de cette société nouvelle à laquelle il aspire et qui est totalement différente avec la suppression des ordres, des privilèges de ce qu'elle était jusqu'en 1789. Il y a dans sa biographie des secrets de famille, il y a des secrets d'État en quantité, des secrets de police qu'il ne faut pas confondre avec les précédents, des secrets diplomatiques également, de tous les ordres en quelque sorte. Finalement, tout ça nous ramène un peu à la politique de tous les temps, la politique éternelle, si je puis dire, et peut-être à notre époque. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous sommes au cœur de l'histoire du parcours politique de Joseph Fouché cet après-midi sur Europe 1. Un parcours politique et des dossiers secrets que vous pouvez retrouver dans le dernier livre d'Emmanuel de Varesquiel, l'historien et écrivain qui est avec nous aujourd'hui. Fouché, dossier secret, paru chez Talandier. Demain, il sera en librairie. Oui, on doit pouvoir se le procurer, mais non, il va falloir le réserver. Vous passez chez votre libraire et vous le réservez. Je crains fort. Et encore, il faut que les libraires aient le temps d'ouvrir les cartons. Vous savez comment ça se passe. Je disais qu'il y a quelque chose de très moderne, de très intemporel, somme toute, de Machiavel à Richelieu. On a dit à quel point le secret était le suprême art de gouverner. Fouché en était parfaitement convaincu de cela. Oui, depuis le secret du roi, en passant par l'invention par le secret du roi, c'est plus tard, c'est Louis de ce qu'on appelait à l'époque le secret de la poste aux lettres, exactement, qui est à l'origine du fameux cabinet noir, du fameux mythe, mais qui n'en est pas un, qui est une réalité, même si c'est pas une réalité structurée. J'ai retrouvé dans ces archives inédites dont je vous parlais tout à l'heure une lettre entière de Fouché qui parle de ce fameux cabinet de la poste aux lettres et de la façon dont il en use. C'est-à-dire qu'on intercepte les lettres, on les décachette, on les recopie, on les recachette et on les renvoie dans le circuit. Et bien entendu, Fouché fait ce qu'il veut de cette information. Il peut la délivrer à Bonaparte, mais il peut très bien la conserver pour lui-même, notamment si elle lui est défavorable. Donc là, il y a un immense pouvoir. Si on ajoute à cela le secret de l'argent, la façon dont il va financer sa police, en se servant des vices de ses concitoyens, comme il le dit, des vices des Français, et en rackettant, non pas en rackettant, mais en organisant le monopole de la ferme des jeux, les fermiers étant obligés de lui reverser les 2/3 de leurs recettes qui alimentent les caisses secrètes de la police. Les fermiers sont les personnes qui ont le droit de tenir table de jeu. C'était des frères lyonnais qui s'appelaient les frères Perrin, qui étaient richissimes. Et ce monopole va permettre à Fouché de recruter non pas les 40 000 mouches et mouchards de la légende, mais au moins 300 à 400 inspecteurs généraux de police qui vont mener des missions dans les départements et qui vont être d'une très grande efficacité et qui vont conduire, je dirais, une action policière qui n'est pas tant une action répressive sous les premières années du consulat de Bonaparte, mais une action de surveillance et de prévention. Et au fond, Fouché, dans un sens, invente ce qu'on appelle encore aujourd'hui les renseignements généraux. C'est ça. Et il est, de ce point de vue-là, d'une incroyable modernité. Et puis disposé, alors il y a une phrase qui courait en Seine-et-Marne. Je m'empresse de le dire, parce que la dernière fois que nous avons prononcé ce mot, nous avons eu je ne sais pas combien de messages pour nous dire que les renseignements généraux, en tant que tels, n'existent plus. Non. Enfin, l'office qu'ils remplissaient existe toujours. Hein, voilà, évidemment. Absolument, ils ont été fusionnés. Mais cette disposition qu'avait Fouché de cet argent secret faisait courir un certain nombre de rumeurs, notamment sur son enrichissement. Il avait acheté une immense propriété forestière à Ferrières, en Seine-et-Marne, et dans la région, on avait l'habitude de dire, à chaque fois que l'on entend parler d'un complot, nous nous disons, tiens, Monsieur Fouché va acheter une ferme. Eh oui, mais on ne prête qu'aux riches, d'une certaine manière. Et on avait raison de lui prêter un peu. Oui, il a beaucoup... Car il va mourir décrié, injurié,
abandonné de tous, y compris de ceux qui l'avaient soutenu, y compris des royalistes et de la noblesse qui l'avaient soutenu, mais immensément riche. Et quel rapport avec ses enfants, justement, avec ces rapports sont, famille. C'est quand on le regarde à l'aune de cette sensibilité familiale-là, on a l'impression d'avoir affaire à un deuxième personnage à côté du premier. Vous savez, comme si on avait affaire aux poupées russes. D'un côté, on a l'homme absolument dépourvu d'affect, capable d'exercer la violence d'État lorsqu'elle est nécessaire. C'est un peu l'inspecteur Javert des Misérables de Victor Hugo. Et de l'autre, on a le père Goriot, c'est-à-dire un père de famille qui se laisse littéralement submerger par l'affection et l'amour qu'il porte à ses enfants, et les lettres que j'ai pu retrouver de lui, totalement inédites jusqu'à aujourd'hui, qu'il écrivait à ses enfants dans des circonstances parfois extrêmement difficiles et douloureuses. Il est obligé de se cacher à plusieurs reprises au cours de sa vie. Sont des lettres qui sont, je dois dire, qui me touchent personnellement, de même que son exil me touche. J'ai toujours eu un faible pour les défaites et pour les vaincus de l'histoire, même si, au bout du compte, Fouché est un vainqueur de l'histoire. Oui. Par le principe de l'égalité, dont il a été un fervent défenseur. Et là, si tu veux, il est resté constant par rapport à ses idées de départ, à cette révolution qui le constitue. Il a défendu et il défendra la liberté jusqu'à ses derniers jours. Et ce qui est très touchant dans son exil, c'est qu'au fond, il n'accepte pas d'avoir ce pouvoir qu'on lui a enlevé, et il pense qu'il le retrouvera jusqu'au dernier moment. Je pense qu'il finit par mourir d'avoir perdu ce pouvoir. Mais au moment où il meurt en 1820, il peut croire que la France a fait demi-tour d'une certaine manière et que ce principe d'égalité pour lequel il avait tant sacrifié sera définitivement perdu. Il a pu le croire, probablement. Il l'a cru dans les circonstances de la réaction royaliste qui étaient celles qui ont 1820, suivi la période du retour de Napoléon en 1815 jusqu'en 1818, disons. Mais il restait fermement convaincu que le principe de l'égalité et également l'opinion publique, la domination de l'opinion publique sur la vie politique française serait une constante de la vie politique dans les années à venir. Sans doute. C'est en quoi il avait raison. Fouché, qui donc a joué un rôle essentiel dans bien des domaines, pas seulement dans la création de la police dite moderne, Fouché n'aurait sûrement pas l'aura qu'on lui prête s'il n'avait pas travaillé avec Napoléon Bonaparte, s'il n'avait pas été d'une certaine manière le meilleur ennemi ou le pire ami de Napoléon. Oui, les rapports qu'il entretient avec Napoléon sont des rapports de nécessité, mais en même temps des rapports d'extrême méfiance. Mutuel. Tous les deux, Napoléon et Fouché, ont ce que Barras appelait le génie du soupçon, et se soupçonnent très vite, et en particulier Bonaparte, devenu Napoléon à l'égard de Fouché, qui le soupçonne si bien qu'il va être amené à organiser ses propres services de police qui sont chargés de surveiller sa police impériale dirigée par Fouché. La guerre des polices, ça existait déjà sous l'Empire. Donc on en arrive à des situations, et puis Napoléon se méfie de cet homme qui prend des initiatives, qui a un côté un peu rebelle par rapport au pouvoir. Il l'était déjà comme révolutionnaire, qui par exemple mène des négociations secrètes avec les Anglais en 1809 à l'insu de Napoléon. Toujours ce fameux secret, mais qui là est au sein même des rouages de l'État. C'est quand même compliqué. Et qui, au moment où Napoléon est en train de battre les Autrichiens à Wagram, cette même année 1809, et alors qu'une escadre anglaise débarque sur les côtes hollandaises, va lever, sans demander la permission à personne, Fouché va lever l'ensemble des gardes nationales de France. Et Napoléon, qui, pour commencer, le félicite, finit par se dire, mais s'il est capable de lever les gardes nationales, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ça. Et ceci explique la disgrâce de Fouché en 1810. Est-ce qu'il n'y a pas un homme d'État de trop ? Madame, c'est trop d'un, aurait dit Victor Hugo. Ils sont un peu. Il y a deux hommes d'État en vérité, Fouché et Napoléon. On pourrait peut-être ajouter Talleyrand d'ailleurs dans un troisième registre. Deux hommes d'État qui divergent au fond sur l'héritage de la Révolution française. Le régime impérial devient de plus en plus autoritaire et de plus en plus monarchique, alors que Fouché essaye de maintenir, bon an mal an, cet héritage révolutionnaire de l'égalité et aussi un peu de la liberté, il faut le dire. Si ça n'est pas une plaidoirie, je ne sais même pas ce que c'est. Emmanuel de Varesquiel, Fouché, dossier secret, c'est publié chez Talandier. Alors après avoir découvert et compris, grâce à Emmanuel de Varesquiel, le parcours politique de Fouché, il est temps maintenant d'aller là où il est mort en 1820, à Trieste, en Italie. Et oui, Trieste. J'aime beaucoup Trieste, moi, cette ville autrichienne en pleine Italie, cette cité cosmopolite au fin fond de l'Adriatique. Est-ce qu'il reste encore des choses de
il reste des légendes qui ont très vite couru les rues de Trieste. On a dit que le cadavre, que le cercueil de Fouché, qui aurait été transporté à la cathédrale San Giusto le lendemain de sa mort, par jour de grand vent, que ce cercueil serait tombé et que ce serait ouvert et que le cadavre de Fouché aurait mordu la poussière. Donc ça, c'est un peu comme l'histoire du cerveau de Talleyrand. Exactement la même chose. Sinon, il reste l'endroit qu'il a habité, qui est le Palazzo Vico, qui est maintenant, ironie de l'histoire, le siège de l'évêché de Trieste. Il faut le faire pour le plus grand des christianisateurs français de la Révolution. Et puis, il ne reste même pas ses cendres. Elles ont été transportées dans les années 1870 à la demande de sa famille. Il est maintenant enterré au cimetière de Ferrières, en France, dans la Seine-et-Marne. Mais, autre ironie de l'histoire, qui s'est chargé du transport du cadavre de Fouché ? Un certain Émile Combes, le petit père Combes, celui des lois de 1905. Et là, on a une filiation certaine entre la politique anticléricale de Fouché sous la Révolution et celle de Combes. Bonjour Vanessa Zin. Bonjour Franck. Vous nous emmenez directement sur ce port, je ne sais plus comment le qualifier, austro-hongrois, militaire à la fois et touristique. Et touristique et en même temps, italien, on va dire italien à partir de 1918, quand le premier navire italien débarque, navire qui s'appelle Audace. Et donc cette fameuse jetée sur laquelle vous êtes sur le port s'appelle donc maintenant Audace. Mais quand vous retournez, derrière vous avez toute cette place absolument incroyable avec tous ces immeubles donc néoclassique. Et là, vous vous rendez compte que finalement, c'est une ville qui est partagée entre son passé austro-hongrois et l'Italie. Et alors, un pied de nez quand même, puisque vous avez tous ces immeubles néoclassiques avec cet hôtel de ville, le palais du gouvernement, l'ancien palais de la compagnie de navigation Lloyd Tristeno. Cette place, on lui a donné un nom, la Piazza dell'Unità Italia, rien que pour vraiment marquer l'empreinte de l'Italie. Alors, allez surtout vous arrêter sur la fontaine, une fontaine qui date de 1751, qui s'appelle la fontaine des 4 continents, la fontaine qui représente bien sûr le monde qui était connu à l'époque, mais surtout qui rend hommage à la richesse de cette ville de Trieste, de ce port. C'est un port maritime, commercial. Oui, si vous êtes en bateau et que vous remontez un petit peu, vous êtes tout près de Venise, qui à une époque a été la concurrente. La grande rivale. De Trieste. Oui. Et alors, comme à Venise, Trieste a aussi son grand canal. Donc grand alors canal. c'est pas du tout le même, il est tout droit, tout rectiligne. Tout rectiligne jusqu'au bout. D'ailleurs, jusqu'au bout, il y a l'église donc néoclassique de Sant'Antonio Taumaturgo. Je suis désolée, je n'ai pas du tout l'accent italien. Mais ce qu'il y a d'assez magique, c'est que vous pouvez vous promener sur les ponts et il faut surtout enjamber le Ponto Rosso où vous allez croiser la statue de James Joyce. Ah oui, parce qu'il y a eu des écrivains aussi. Et quels écrivains à Trieste, C'était vraiment un foyer littéraire au XXe siècle. Donc il y avait James Joyce qui était donc qui habitait à Piazza Ponte Rosso. Il était très proche en plus des habitants, des commerçants, il leur apprenait l'anglais. Ça a été aussi la ville d'adoption de Rainer Maria Rilke à un certain moment. Et puis le poète Saba, Umberto Saba, le romancier italo Svevo. Vous allez aussi au parcours des ruelles les rencontrer. Ils sont là aussi, leurs statues sont là. Avec sur la corniche des promenades poétiques, si je puis dire. Tous ces très beaux jardins, jusqu'au palais de Miramar, qui était celui de l'archiduc François Ferdinand, assassiné, comme chacun sait, à Sarajevo. Des cafés, des hôtels, des restaurants, des cafés notamment. Des cafés, évidemment, on est en Italie quand même. On est en Italie, mais en même temps, quand vous rentrez dans ces cafés, il y a un côté viennois. Vous avez ces miroirs, vous avez ces boiseries. Vous êtes dans cette ambiance où on venait évidemment discuter, débattre de politique, de culture. James Joyce y passait d'ailleurs la moitié de son temps. Il y en a évidemment un à ne pas raté. Donc c'est le café San Marco, oui. Voilà, et toutes les étagères sont remplies des écrits de Joyce, de Svevo, de Saba. Dans ce café d'ailleurs à San Marco, on ne vous sert pas que du café, on vous sert aussi du chocolat. Il y a 24 manières de préparer le chocolat dans ce café. Et puis il faut savoir que c'est aussi à Trieste, une ville où on consomme plus de café que dans le reste donc le reste de la province, et c'est surtout que là, c'est là qu'est né en fait le célèbre café Illy. Ah oui. La marque de café la Illy. Marque. Voilà, à Trieste. Exactement, à Trieste. Il faut
Il faut dire qu'il y a le port avec tous les quais et les bateaux qui peuvent arriver directement. Non, on se sert directement chez le fournisseur. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et à propos des écrivains, n'oublions pas Paul Morand, Chateaubriand, et Paul Morand qui lui consacre un livre magnifique, cette ville du bout du monde. Car la fortune de Trieste, c'est quand même d'avoir été le seul port maritime de l'Empire austro-hongrois pendant tout le 19e. Et au fond, le rattachement de Trieste à l'Italie, c'est la fin de la ville, dans un certain sens. À partir du moment où Trieste redevient italienne, elle devient un port de province, si je puis dire. Ça n'est plus le grand débouché de l'Empire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. À mon avis, vous allez nous parler, je sais pas, de café ou de chocolat ? Non, j'ai changé. Ah bon. Je vais vous parler de termes, et de bien-être Pourquoi aujourd'hui. Et je vous propose donc de rester en Italie, puisqu'on ne le sait pas toujours, mais l'Italie est aussi le pays du thermalisme. Le bien-être, la santé, le thermalisme font partie de leur tradition et qui remontent à la période romaine. Il faut dire que leur climat est doux et que les eaux thermales et minérales abondent. Et de nos jours, on compte plus de 200 stations en Italie qui permettent des vacances de bien-être, et notamment dans la région de Trieste, le Frioul-Vénétie-Julienne, qui reste encore méconnu. On trouve des stations thermales à la mer et à la montagne. Et à quelques pas de la mer, tout d'abord, à 1 heure à l'ouest de Trieste, vous avez la station thermale Grado. À l'ouest de Trieste, c'est-à-dire entre Trieste et Venise. Exactement. Du coup, Et vous avez un petit port de pêche, en fait, et station balnéaire et thermale très renommée. Grado, ça s'appelle. Grado, exactement, Grado, et qui est assez connu depuis l'Empire austro-hongrois, justement, et particulièrement depuis 1873, quand un médecin florentin a encouragé la création d'un hospice marin. Et des restaurateurs autrichiens ensuite vont commencer à ouvrir des hôtels à Grado et qui va venir en fait une clientèle aisée qui est originaire de tout l'Empire. Et donc Grado est située sur cette petite île entre la lagune et la mer, et elle possède un climat très doux. Et vous avez notamment les bains de sable qui y naissent. Et les thermes marins de Grado sont parmi les plus modernes. C'est quoi les bains de Les bains de sable, sable, en fait, on vous enveloppe de sable. Et en fait, avec de les boue, eaux quoi, de pour boue, exactement. Et ces eaux thermales, en fait, sont riches en brome et iode, et on y guérit notamment tout ce qui est rhumatisme, dermatite, troubles digestifs, etc. Ce n'est pas de l'iode, c'est bien de l'iode, mais c'est bien du brome en l'occurrence. Merci beaucoup Lorena. Je vous en prie. On adore quand vous nous parlez de spa sur l'Adriatique, c'est merveilleux. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain. Demain, vous allez nous parler d'une très célèbre bataille dont on a entendu parler tout l'été, notamment au cinéma. Son nom de code, c'était Dynamo, et c'est bien sûr Dunkerque 1940. Et voici notre Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck, alors question du jour. Est-ce que vous êtes crudivore ? Ah, pas du tout. Je n'aime que les choses cuites et même très cuites, moi. Alors vous êtes cuitivore. Absolument. On va parler de ce régime crudivore. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est totalement inutile ? Ou est-ce qu'il y a quelque part un tout petit zeste de pertinence ? À mon avis, c'est une question au moins aussi culturelle que diététique. Merci beaucoup Isabelle. Nous nous retrouvons demain à 14h.